What's up guys, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'Allah comme là. Bienvenue dans un nouvel épisode de Shkoun. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Rania Berki, une femme entrepreneur qui a cofondé, co-créé une marque qui s'appelle Beauty and Bio. Bienvenue Rania. Merci Anis. Marhaba bik. Merci de m'avoir invité. De me faire l'honneur Ah de ouais. venir. Comme à mon habitude, je pose toujours une première question qui met tout le monde dans le bain. Shkoun Rania. Alors Rania, c'est une jeune entrepreneure, comme tu l'as dit, depuis 5 ans, en étant la cofondatrice de Beauty and Bio. Là, je suis entre Bjaya et Alger, donc je suis originaire de Bjaya, mais je vis entre les deux villes. Pour te dire, depuis ces 5 dernières années, c'est difficile de me définir autrement qu'en étant entrepreneur, parce que je sens que depuis 5 ans, je ne fais que ça en fait. Ouais, ouais. Et c'est dur de se définir autrement en tant que personne à part entière, etc. Ok. Est-ce que c'est parce que ça occupe justement ta vie à temps plein, j'imagine? Énormément, énormément. Ça... En fait, je crois que le travail d'entrepreneur ne s'arrête jamais. Donc oui, vraiment, je pense qu'à ça. Je fais que j'ai l'impression de ne faire que travailler. Je comprends. Mais c'est un plaisir hein, avec tout ça veut dire que tu es dans la bonne voie. C'est ce qu'on dit. Quand on aime souffrir, parce que Oui. parfois on souffre en tant qu'entrepreneur, Oui, souvent. même. Voilà, c'est particulier. Écoute, très bien. J'aimerais d'abord connaître tes débuts. Quand je dis tes débuts, c'est comment était Rania quand elle était jeune? De quoi elle rêvait quand elle était jeune? Est-ce qu'elle avait le rêve de devenir un jour femme entrepreneur ou là pas du tout, ça s'est décidé au fil du temps et de ton chemin? Moi, je pense que j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps pour me découvrir et savoir ce que je voulais dans la vie. Quand j'étais jeune, j'avais pas dit que les gens ils savaient directement ce qu'ils voulaient faire. Ou là, c'était un mois je veux être prof, un mois je veux être pharmacie, un mois je veux travailler en astrologie ou là je sais pas. J'avais pas vraiment de choses précises dans ma tête. Et même en arrivant au lycée, etc., je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et contrairement à 90% de mon entourage. Du coup, c'est quelque chose qui me faisait peur. En même temps, je me disais, ben non, tu trouveras ton chemin. Mais je me rappelle une chose, c'est que vers mes 17 ans, j'étais avec mon père en voiture et j'ai cette scène tout le temps dans ma tête. Et je lui disais, tu sais, papa, un jour, je vais ouvrir usine Zalamet parce qu'en Algérie, de toute façon, on fabrique rien. Il m'avait répondu, il m'avait donné mon premier cours d'économie, mais moi, je ne comprenais pas à ce moment-là, mais il m'avait dit, tu sais, ça te coûtera plus cher de le fabriquer ici que de l'importer. Donc, c'est pour ça qu'on l'importe. C'est pour ça qu'on fabrique même pas Zalamet, tu vois. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas, mais je pense que sans le savoir, j'avais déjà cette idée d'entrepreneuriat dans ma tête, mais vraiment sans forcing, c'est venu tout seul. D'accord. Voilà. Donc, parcours classique, Parcours école, classique. collège, l'université, etc. Ouais. Tu as fait des études en quoi? Je fais des études en gestion des entreprises, marketing, communication et journalisme, et ensuite journalisme multimédia. Très bien. J'ai touché un peu à tout. Très bien. Donc, normalement, tu as bien été formé à ton métier. Oui, parfaitement, je pense. Mais bon, après, je pense aussi que c'est mes expériences professionnelles qui m'ont permis de me former réellement à l'entrepreneuriat. Okay. Parce que j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une agence de voyage. Et je pense que c'est le travail qui m'a le plus apporté dans ma vie professionnelle. Parce que je touchais un petit peu à tout. J'avais de la chance d'avoir un patron qui me faisait confiance et donc me donnait diverses tâches à faire. Du coup, c'est là où j'ai appris ce que c'était qu'une facture. C'est là ce que j'ai appris que c'était un dépôt à la banque, une relation client, un fournisseur. C'est vraiment sur le tas que j'ai appris et que je me suis formée au métier de l'entrepreneuriat quelque part. Ok, voilà. Très bien. Quand tu étais étudiante et que tu découvrais tous ces modules-là de gestion des entreprises, parler de toutes les formes juridiques des entreprises, est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait ou tu te disais mais franchement je trouve ça intéressant et ça t'a un peu aidé ou l'a conforté dans l'idée de t'orienter vers ça, ou même quand tu étais étudiante, Mazel, Malabelk. Mazel, Galabel. Et d'ailleurs, la preuve, j'ai fait journalisme, j'ai travaillé dans le journalisme.
Parce que quand j'étais à l'agence de voyage, j'étudiais en même temps. Okay. Je faisais mon master en même temps. Et donc, suite à mon master, j'ai travaillé dans le journalisme. Donc, pour moi, c'était ce que je voulais faire, etc. Je voulais faire du journalisme culturel. Et pour moi, c'était clair et net. Mais au final, non, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et je t'ai dit, on apprend à se connaître, en fait. Et je pense que c'est important d'essayer de tester plein de choses pour savoir ce qu'on n'aime pas et arriver à ce qu'on aime. Voilà. Là, on fait généralement le parcours contraire. On nous oblige à avoir une voie qu'on suit malgré nous, et pas que ça ne vient pas que des parents ou de la société. Hein. On voit l'université, on n'a pas le droit de faire les filières qu'on veut parce que c'est selon les moyennes, etc. Alors qu'un génie en informatique a peut-être eu pas de chance le jour du bac. Tu vois ce que je veux dire? Des petits trucs comme ça qui font qu'on ne fait pas forcément ce que l'on veut. C'était par dépit, hein, la gestion des entreprises. J'y suis allée par dépit et au final... T'aurais aimé faire quoi? Waouh. Bonne question. Bonne question. Franchement, je pensais plus aux langues qu'à autre chose à l'époque. J'avais pensé à faire sciences économiques. C'était soit sciences économiques, soit langue. Mais c'était aussi parce qu'à l'époque, c'était vraiment sciences économiques, c'était la filière que tout le monde adorait. Et voilà, tout le monde allait vers ça parce que c'était les métiers d'avenir. Voilà, c'est ce qu'on nous faisait croire. Évidemment. Donc, après avoir fini tes études, tu as travaillé, tu as été journaliste. Qu'est-ce que tu as appris de tes expériences d'avant et que tu penses te sert toujours aujourd'hui? C'est-à-dire l'apprentissage que tu as eu pendant tes précédentes expériences. Chaque métier que j'ai fait m'a appris quelque chose. Comme je t'ai dit, l'agence de voyage, le journalisme, ça t'apprend à communiquer, parce que c'est de la communication, à bien écrire, à bien formuler ses phrases, etc., à savoir parler aux gens. Ensuite, j'ai travaillé dans l'événementiel. Ça m'a aussi appris d'autres choses, tu vois. Et puis, j'ai fait du digital. Après, j'ai fait de la com digitale, et ça m'a vraiment fait rentrer dans le bain. Ok, on peut faire plein de choses. Ok. T'as mis tous les ingrédients un peu. Hein, c'est ça. C'est un peu ça. Très bien. Ok. Et donc, quand est-ce que tu as créé ta boîte ou co-créé ta boîte? Alors, l'idée est venue en mai 2018. La décision de lancer est venue en mai 2018, mais on a fait le lancement officiel en avril 2019. Voilà, donc c'était une année où on faisait qu'écrire nos idées, où on cherchait des fournisseurs. Et je pense que c'était important aussi d'avoir ce temps, d'être sûr de ce qu'on voulait faire, de choisir les bons produits qu'on voulait lancer, de voir ce que faisaient les autres, de se créer un branding, tout ça, quoi. Voilà. Comment vous est venue l'idée? Alors, l'idée est venue avec Tamila, Allah yarhamha, on vivait ensemble. Donc, c'était une amie et on vivait ensemble ici à Alger. Et elle est biologiste de formation, elle avait quelques petits problèmes de peau et de cheveux, et moi pareil, mais deux problèmes totalement différents. Elle avait de l'acné, des chutes de cheveux, et moi j'avais un problème de sécheresse. Tout ce que je mettais, j'avais des plaques. Et à la maison, elle faisait des mélanges, des petits mélanges comme ça. Et un jour, elle en faisait pour elle et pour moi. Et un jour, c'est en faisant ses cheveux, elle m'a dit « Oh yo, c'est fatigant de les lisser, j'ai trop de cheveux maintenant. » Tu vois, parce qu'elle avait un gros problème de chute. Et moi, direct, ça a tourné dans ma tête. Ça a tourné dans ma tête. Et ça a tourné dans sa tête aussi, mais sans qu'on se le dise directement, tu vois. Et un jour, je me rappelle parce que c'était la journée internationale du jazz. On était partis voir un concert avec une copine et on est rentrés à la maison. On est assises toutes les trois. Notre copine se lève pour aller aux toilettes. Et la fraction de 2 ou 3 minutes, je me suis retournée chez elle. Je lui ai dit, j'ai envie de te dire un truc.
Je lui ai dit, j'ai envie de te dire un truc. Elle m'a dit, moi aussi. Je lui ai dit, j'ai envie de lancer un projet avec toi. Elle m'a dit, moi aussi. Et c'est parti comme ça. Fou. C'est fou. Mais c'est vraiment fou. Avec les gens, ils ont du mal à nous croire. Et tu sais, la copine, elle est revenue, on s'est tu. On n'en a plus reparlé. Je dis, parce que c'était juste une idée comme ça. On ne savait pas du tout ce qu'on faisait, où on allait en venir. Donc, voilà. Ouais. Et c'est dingue. Et donc, ça commence par l'idée. Vous êtes retrouvés, j'imagine, à tout moment. Vous avez discuté encore et encore. On vivait ensemble, donc Voilà. on faisait que ça, j'ai envie de dire. C'est ça. Et comment ça s'est transformé? Comment c'est passé de l'étape idée à l'étape projet? Pourquoi? Je m'explique rapidement. Les idées, tout le monde en a. Qui passe à l'action? Très peu. Donc, comment vous avez fait pour passer de cette étape-là? Je pense que si on n'avait pas pris le tournant à temps, on aurait pu avoir l'idée, ne jamais passer à l'exécution, parce que moi, je travaillais. J'étais en agence de com et c'est au moment où, en fait, où j'ai arrêté de travailler pour eux que je me suis réellement lancée. Voilà, parce qu'en vrai, je n'avais pas le temps. Je bossais tous les jours jusqu'à 18h et le soir, je bossais sur le projet. Mais voilà, c'était juste des spéculations. Après, le vendredi, samedi, on est là, on court, va acheter ça, on essaye ça. Rah le Mila, rah le Stéf, rah l'Alger, on faisait ça juste pendant les week-ends. Et on s'est dit, en fait, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous faisiez qui écoute dans d'autres wilayas? Tout dépend, soit voir la matière première, soit voir des emballages, etc. Wahadna. Deux femmes. De temps en temps, on prenait des amis avec nous, mais souvent toutes les deux. On est partis à Annab, on est partis à Constantine, à Oran, Donahonga. D'accord. Toutes les deux, copilotes. Ça a nécessité du courage? Non, franchement, non. Non, je trouve pas ça plus courageux. Vous n'avez pas ressenti, peut-être. C'était juste comme ça, on vit le moment présent, en fait, on y va. Ouais, je pense que quand on a confiance en la personne avec qui on est, tu sais, on se disait toujours, tant qu'on est toutes les deux, on est invincible. Tu vois. Et c'était ça, en fait. Quand on était toutes les deux, on avait peur de rien. On pouvait se retrouver n'importe où. On n'avait pas peur parce qu'on était toutes les deux ensemble. Ouais. Voilà, c'est peut-être ce qui a fait notre force aussi. Oui, voilà. Un bon démarrage. Oui, un bon démarrage. On se disait souvent, on a une belle étoile parce qu'on est deux poisseuses. Et d'ailleurs, je vais te raconter cette anecdote, notre tout premier jour de production. Tout premier jour, première heure. Et on faisait notre produit phare qui est la miraculeuse, le sang acné. On avait de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, ça coûte, aujourd'hui, ça coûte 20 000 dinars. À l'époque, ça coûtait 11 000 dinars. C'était énorme pour nous. Ouais. Et on avait acheté à peine 3 litres pour débuter, tu vois. Oui. Et on fait ça. Et l'huile de jojoba se renverse, Mon 1 Dieu. litre par terre. Mon Dieu. Et au même moment, un ami à moi m'appelle. Et il me dit, ça va? Et tu sais, Tamila me regardait, elle dit, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me tuer. Et j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Et à ce moment-là, il m'appelle, il me dit, ça va? Je lui dis, oui, ça va. Sauf que, tu sais, il y a 1 litre d'huile de jojoba qui vient de tomber. C'est 11 000 dinars pour nous. C'était énorme. Il me dit, tu sais, comme تغرسوا فيهم دوك يخرجوا لكم دوك تخرج واحد الشجرة تاع الدراهم هكا. Et j'ai commencé à rire parce qu'à chaque fois que je me rappelle cette histoire, je me rappelle aussi ses propos, tu vois. Il n'a pas tort. Il n'a pas eu tort. Bon, après, on n'a pas de shjara pour l'aqté, ça aurait été cool. Parce que vous aidez de traverser encore plus. Voilà. Il faut qu'on casse plus de litres. Non, c'est super intéressant ce que tu es en train de me dire. Et du coup, ça t'a pris combien de temps? Tu as quitté ton emploi. 6 mois entre... Donc, en fait, Anna, je venais de commencer le travail quand on a eu l'idée. Moi, je ne pouvais pas démissionner directement parce que déjà, j'avais besoin d'argent, de un. Et elle était de côté, non? Et elle était en stage à côté. Voilà, elle était en stage. Du coup, bon, voilà, on avait des programmes assez serrés. Mais bon, après, à un moment, c'est une décision à prendre, en fait. Ouais.
C'est soit ça, soit ça. Et Soit qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bah là, ça va se transformer en business ou en marque? Merci pour la nuance. Elle préfère dire qu'elle a une marque et non un business. Oui, franchement, c'est très important pour moi de dire ça. Je pense que quand on s'est dit déjà qu'on allait lancer, c'est bon, c'était évident. On allait le faire. Comment, pourquoi pourquoi aussi, on savait. Mais comment on allait atteindre nos objectifs, ça, on ne le savait pas. On n'avait aucune notion. Même si je gestion des entreprises, ça, j'avais les bases. Mais malheureusement, ce qui est déplorable, les études en Algérie, c'est que c'est de la théorie à 100%. On n'a pas de pratique. Et du coup, quand on est face à la réalité, c'est quelque chose de totalement différent. Il faut un Et temps du coup, il faut d'adaptation, tout apprendre. d'apprentissage. Ouais. Tout apprendre dès le début. Et du coup, comme je t'ai dit, je ne savais pas ce qu'on faisait. On s'est lancé et on s'est dit, yallah. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez des objectifs? Notre objectif avant la fin de l'année, c'est telle chose? Ou même au niveau des objectifs? Notre seul objectif, c'était d'offrir des produits de qualité plus. C'était ça notre seul objectif direct. On n'a jamais eu d'objectif en termes de chiffre d'affaires, en termes de monnaie. Le mot objectif me fait peur, ça m'a manqué de tout le monde dit qu'il faut avoir des objectifs. Mais moi, j'ai peur de ce mot. Moi, je le dis. moi, j'aime pas mettre ce mot parce que je pense que la vie nous a appris que quels que soient les objectifs que tu as, il suffit d'un grain de sable pour tout changer. Et que tes objectifs, il faut les revoir à la baisse. Le Covid, par exemple. Moi, le décès de Tamila, tu vois, Charles, c'est des choses dont tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas du tout. Mais quand ça vient, tu dois faire face. Et quand tu as des objectifs et que tu n'arrives pas à les remplir, ça te massacre. Et quand on n'a pas, mais que tu arrives à un certain degré, tu es content. Ouais. Après, je sais que ce n'est pas la meilleure méthode, mais je pense que chacun... Mais c'est propre à chacun, oui. Voilà, chacun travaille à sa manière et voilà. Je n'ai pas d'objectif en termes de monnaie, par exemple. D'accord. Donc, je comprends que quand tu me dis que vous êtes concentré sur la qualité du produit, que vous avez passé plus de temps à faire le produit, à le revoir, à le tester et à le refaire encore, à peut-être chercher des retours du côté des clients, des consommatrices. Comment s'est déroulé tout ça? C'était quoi vos process? Alors, Tamila s'occupait de la formulation. Donc, elle écrivait la formule théorique, puis la faisait en pratique. Puis, il y a des tests obligatoires de toute façon qu'on doit passer. Alors, sur les premiers produits, comme on n'avait pas de base client, ni consommateur ou utilisateur, parce que j'aime pas aussi le terme client direct. Donc, on les utilisait surtout sur nous, nos amis, notre famille, etc. C'était plus aller nahna, mais on faisait passer les tests, etc. Donc, dès que c'est OK, on lançait le produit. On avait commencé avec 7 produits au lancement. Ouais. Alors, ce qui est beaucoup ou ce qui est peu? Ce qui est ce qu'il faut en fait. Parce que une gamme de 7 produits. Une gamme de 7 produits, on a essayé de faire diverses choses. Ça veut dire 2 pour les cheveux, 2 pour la peau. On avait des baumes à lèvres, mais c'était la même composition avec des goûts différents. Et des sels de bain, pareil, 2 sels de bain. Et on a essayé de prendre plusieurs catégories de produits et d'essayer de développer ça. Et depuis, on fait toujours pareil. On prend un problème, c'est quoi, comment on le résout. Voilà. Okay. D'accord. Si j'ai bien compris, 2019, ça s'est créé réellement. Vous aviez eu une année et demie, comme le Covid. Oui, mais il y a eu le Hirak surtout. Le Hirak, parce qu'on devait lancer le 8 mars 2019. D'accord. Et si je me rappelle bien, c'était le troisième vendredi. Ouais. Et c'était impossible. C'était juste impossible de penser à faire autre chose que faire du Hirak à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et ça ne nous a pas rendu triste, non, parce qu'on était à fond dedans.
Mais on était là, il va se passer quoi? Est-ce que tous nos projets, on doit les mettre de côté? Est-ce que Beauty and Bio, c'est fini, c'est mort dans l'œuf? On n'a même pas encore commencé, qu'on doit arrêter. Ouais. Et puis on a attendu qu'un mois passe, 1 mois et demi. À un moment, on s'est dit, ouais, mais on va attendre jusqu'à quand? On n'a pas d'entrée d'argent. Ouais. On fait comment? On fait comment pour vivre, en fait, tu vois? Moi, là, j'avais plus rien. D'ailleurs, même pour le projet, c'est mon père qui m'a aidée, parce que je ne suis pas une grande économe, tu vois? Et je paniquais, et ensuite, j'ai dit, écoute, ça y est, on va lancer. Un jeudi, choisissant un jeudi, et il y avait la date du 23 avril, qui était déjà une date symbolique pour moi, personnellement. J'ai dit, ça te va, c'est un jeudi, 23 avril. Il me dit, c'est bon, yallah, Go. go. Donc c'était un événement? Non, pas du tout. C'était juste le lancement. C'était juste publier les premières choses sur les réseaux. Parce que qu'est-ce qu'on avait fait? C'est que dès qu'on a su qu'on voulait lancer notre marque et qu'on avait notre logo, notre nom, directement j'ai créé les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire des petites coms. La petite com est vraiment basique, de chez Basique. Tu vois, le petit cote de temps en temps et tout. Mais ce qui a créé de l'engouement, ce qui a créé une curiosité chez certaines personnes, ce qui a fait que le jour du lancement, on avait déjà notre première commande. Trop bien. Ouais. Donc le jour du lancement, une commande est tombée. Ouais, mais plusieurs. Plusieurs. Ouais. Comment vous avez ressenti ce moment? C'est... moi, tu sais... Waouh, rien que d'en parler, j'ai encore la scène, parce qu'on ne pouvait pas être ensemble, malheureusement, ce jour-là. Et moi, j'étais chez moi et je faisais, tu sais, les allers-retours, et je publiais en même temps, et je faisais les allers-retours entre ma chambre et la chambre de mes parents, sans savoir en fait ce que je faisais. Hein. Je me rappelle juste de moi en train de tourner quand j'ai eu et les larmes aux yeux sans savoir pourquoi, comment. Et j'étais à la fois stressée, émue, à la fois... En fait, on ne savait pas ce qu'on faisait, mais on venait de se lancer, quoi. Et c'est une sensation, je pense, unique. Est-ce que c'est là où en termes de fierté. La fierté, c'est énorme. Est-ce que c'est là où vous êtes dit, bah, finalement, c'est concret? Ouais. Là, on s'est dit, ça y est. Il y a une preuve que ça marche. Ouais. Et bien là, je vais me donner encore plus à fond. Mais c'était ça, en fait. C'était ça. On a lancé, on a eu nos premières commandes, mais on ne comprenait pas qu'il fallait travailler beaucoup plus pour pouvoir faire émerger. C'est ça, pour arriver au point où on voulait arriver. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a plein de choses. Il y a des incubations, il y a des cours, il y a des cours en ligne, il y a des vidéos, il y a tout ce qu'on veut. Donc, on avait fait notre première incubation avec le Syllabs. On avait la chance d'avoir avec nous Chouaib, qui était notre mentor. Et il nous a réellement aidés dans le sens où on savait ce qu'on devait faire, mais on ne savait pas quand on pouvait le faire. Tu vois? C'est-à-dire que moi, par exemple, sur mon feed Instagram, je voulais qu'il soit parfait. C'est-à-dire que je veux que les images se ressemblent, etc. Et lui, il était là, il me disait, mais la perfection, elle sert à qui, à quoi? Tu vois? Il a un petit peu cassé donc les codes que j'avais dans ma tête, mais qui servaient à rien. Tu vois? C'est pareil pour nous, les interviews. Le jour où on a commencé, et au fil du temps, on a vu une progression à tous les niveaux. Et je pense que c'est le cas dans n'importe quel projet. Il faut commencer et ensuite tu améliores un peu. Oui, mais voilà, parce qu'au début, on pensait que si les gens ont acheté les premiers jours, si on a une certaine base de clients, ça va venir tout seul. Mais ça ne vient pas tout seul. Je l'ai appris à mes risques et périls, mais alhamdoulilah, on a vite remonté la pente et réussi Qui se jette comme l'idée de vous faire incuber? C'est très drôle. J'avais vu une story de M. Sahouri à l'époque. Et je lui dis, tu penses que je participe à un truc comme ça? Il m'a dit, qu'est-ce que t'attends en fait? Et c'était le dernier jour des inscriptions. Donc je remplis le truc, tchac, vite fait. Et on prend. On prend pour le bootcamp.
Et au bout d'une semaine de bootcamp, on nous choisit pour faire l'incubation. Franchement, moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire une incubation. Je connaissais le syllabus parce que voilà, j'ai un ami artiste qui avait fait la déco du syllabus à l'époque, tu vois. Rien à voir. Ouais. Et parce que c'était en face du CCF et qu'on connaissait. Voilà, mais vraiment, on connaissait par réputation, mais je ne savais pas ce que c'était une incubation. Et j'ai appris sur le tas. Et je pense que le plus important dans l'incubation, c'est vraiment les personnes qu'on rencontre. Le network. Et pas spécifiquement les cours là, qu'on nous donne. Alors, elle a duré combien de temps cette incubation? Elle a duré 6 mois, il me semble. 6 mois, raison de une semaine par mois, il me semble. Ok, vous aviez des coachs qui vous conseillaient? On avait des coachs qui nous conseillaient, qui ne nous conseillaient pas toujours bien, parce que c'est difficile d'être pédagogue aussi. Quand on connaît quelque chose, on ne sait pas forcément l'expliquer ou la transmettre à quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas pédagogue, tu vois. Donc. Qu'est-ce qui a changé entre l'avant-incubation et l'après? Est-ce que votre business, il a pris une tournure différente? Oui, il a pris une tournure différente dans le sens où on savait un peu plus quoi faire. Je t'ai dit, quand on s'est lancé, je ne savais pas quoi faire. Ça dit que la période, vous étiez toujours à 2? On était qu'à 2. Déjà, ils nous ont mais poussé à recruter, ce qui était quelque chose de très bénéfique, parce qu'on a recruté 2 personnes à cette période-là. Ça déjà, ça nous a dégagé énormément de temps pour pouvoir évoluer. Ouais, avant, vous n'avez pas recruté? Parce qu'on se disait, on n'a pas assez d'argent, on va recruter quelqu'un, mais avec quoi on va le payer, etc. Mais finalement? Et puis on s'est dit, allez, finalement, un petit salaire par-ci, par-là, on peut faire sortir un petit salaire et continuer à ne pas se payer nous. Et voilà, et voir comment ça se passe. Et ça a payé. Et ça a payé. Mais surtout, tu sais, mais vraiment, ça nous a réellement appris parce que, bon, voilà, une incubation, si ne t'apprends pas étape par étape, voilà, ton business, il doit se dérouler comme ça, ou tu dois faire ça pour réussir, ou ne pas faire ça pour ne pas réussir, etc. Mais ils nous ont appris à ne pas dormir, à ne pas se reposer sur nos lauriers, à bosser, et que le travail ne s'arrête pas. Après la période d'incubation, est-ce que tu as senti réellement que ton business avait décollé à ce moment-là, qu'il y a une différence entre l'avant et après? Oui, j'ai senti une différence parce que, comme je t'ai dit, quand on s'est lancé, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Et du coup, ça nous a un peu permis de comprendre qu'il ne fallait pas dormir sur ses lauriers, qu'il fallait bouger, qu'il fallait chercher, qu'il fallait sortir de sa zone de confort, même quand on n'aime pas faire un truc. Ben, on le fait quand même parce que business is business et qu'on n'a pas le choix. Quelle est l'action que vous avez mis en place à ce moment-là, avec la période, qui a changé un truc chez vous? Je pense déjà à la reprise des réseaux sociaux. Parce que comme je te dis, moi je voulais que ce soit parfait, sauf que mon graphiste n'était pas toujours disponible. Bon, après, il a commencé avec nous gratuitement, il nous a fait notre logo, notre charte graphique, on n'allait pas non plus lui foutre la pression. Et je pense que enlever cette idée de perfection de la tête, c'est ça qui nous a aidé à décoller. Okay. Merci Youssef. Youssef, merci. On aura peut-être besoin de toi, Youssef. Hein? Youssef Chouaib, c'est une pépite. C'est vraiment une personne qu'il faut suivre. Il a un super podcast et c'est un super entrepreneur. Voilà. D'accord. Eh ben, j'espère qu'il viendra nous voir. Inch'Allah. Tu m'as dit que tu avais recruté 2 personnes. Ouais. À ce moment-là, je pense, Oui, juste après, au milieu de l'incubation. Okay. Comment ça s'est fait? Déjà, l'incubation nous a proposé un petit peu, forcer la main à recruter pour notre bien. Du coup, on a lancé un appel à candidature un petit peu partout, LinkedIn, sur nos réseaux, etc. Et on a reçu plein de CV. Après, moi j'ai un truc, j'ai un problème. En fait, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais je marche trop au feeling. Bzaf. Ouais. Bzaf. De temps en temps, tu peux avoir toutes les compétences du monde et je regarderai même pas ton CV parce que
ça passe pas. Il n'y a pas de match. Et je pense que c'est une erreur. Okay. Je pense que c'est une erreur. Ça t'est arrivé de recruter quelqu'un par feeling, tu te dis c'est la bonne personne, ouais. et bah, le travail Bon, j'ai eu de la chance, alhamdoulilah. Ça n'a pas marché avec les 2 premières personnes. Bon, elles sont restées 1 année à peu près. Et puis ça n'a pas marché. Mais là, j'ai la même personne depuis des années qui cherche de la formulation, qui est notre chargée de production. Et elle, c'était vraiment au feeling. Bon, j'ai vu ses compétences. En fait, elle avait les diplômes qu'il fallait, la passion qu'il fallait. Mais j'ai senti en elle cette chose qui disait, moi, j'ai la niaque. Tu vois, moi, j'ai la niaque. Moi, je veux bosser. Moi, ça ne m'importe pas le salaire que tu me donnes. En fait, ça m'a rappelé moi avant. Okay. Moi, mon premier taf, je ne savais pas combien j'allais être payée. J'ai su combien j'allais être payée à la fin du mois quand il m'a donné mon enveloppe. Je n'ai pas négocié mon salaire. Je ne savais pas. Je voulais travailler. C'est tout. Tu vois, je voulais être active. Et j'ai ressenti ça chez elle. J'ai ressenti cette gentillesse, cette douceur et cette envie. Elle fait toujours partie de l'équipe et c'est... Salut. C'est mon bras droit. Merci Kaina, merci d'être là. C'est beau ce que tu me dis. Aujourd'hui, ta structure, donc on peut l'appeler structure parce que c'est bien encadré. C'est que... Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment elle est? Tu as un labo? Oui, j'ai un labo. À Bdjaïa, alors, j'ai un grand labo, alhamdoulilah, avec une salle de stock pour la matière première, une salle de stock pour l'emballage, une salle d'étiquetage, plus notre bureau. Donc, alhamdoulilah, on est super bien installés. Et je choisis Bougie parce que voilà, il y a beaucoup moins de frais, etc., à proximité pour moi. Et tout. Et puis tu connais aussi. Et puis je connais, donc c'est un petit peu la zone de confort. Et puis je ne trouvais vraiment pas d'intérêt à ramener mon labo à Alger, tu vois. Et donc ça c'est bon. Donc on a 2 salariés qui sont à plein temps avec moi au bureau. Enfin, elles sont au bureau. C'est moi qui suis souvent hors bureau, Msak. Tu es obligé de développer aussi les autres. Oui, moi, tu sais, quand tu fais tout le reste, l'administration et tout, ça te prend énormément de temps. Donc, on a Tinhina et Kahina qui sont au labo. Et puis, on a notre alien, donc Abdel Ilah, qui lui a Inti-Motion et qui est notre graphique designer, 3Diste. En fait, c'est l'artiste de l'équipe, tu vois. Et lui aussi, c'était au feeling. Il m'a envoyé un message sur Instagram. Et pourtant, je reçois plein de messages de graphistes qui me disent est-ce que tu as besoin d'aide, Et lui, je ne sais pas pourquoi. Pareil, je lui ai dit ouais, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble en free j'avais besoin des 3D des produits, tu vois. Il me dit ok, donc on commence à bosser, on commence et quand on finit les 3D, il me dit si tu as besoin de quelqu'un à plein temps, etc. Moi, je ne travaille pas en ce moment, donc si ça te dit, vas-y. Je me suis dit, tiens, pourquoi j'en ai marre des freelances? Tu en retard, tu les payes double au final parce que voilà, tu les payes par tâche. Je me suis dit, yallah, vas-y, pourquoi pas? Je l'ai recontacté et c'est parti comme ça. Et c'est incroyable, de tous les graphistes qui m'avaient envoyé des messages sur Instagram, c'est le seul dont j'ai marqué le message. Comme quoi, parfois... C'est fou. Parfois, on fait des trucs, et moi, Anna, j'y crois. Hein. J'y crois, dur comme fer. Il y a une bonne étoile qui te suit quand tu fais les choses bien, qu'il faut vraiment suivre son instinct, suivre son feeling. Et généralement, tu sais quoi? Quand j'ai un mauvais instinct sur quelqu'un, je me dis non, cette personne... Et que je me force quand même, à la fin d'année, tu finis par regretter. Il faut écouter, il faut s'écouter. En vrai, c'est vrai ce que tu dis parce que l'être humain a toujours le premier sentiment, le premier ressenti, cette première impression quand tu rencontres quelqu'un, tu le vois, tu te dis c'est quelqu'un que j'apprécie ou pas, ou tu vois, etc. Tu peux passer 3 ans, 5 ans, 10 ans, et un jour tu te dis en fait, je ne l'avais pas senti le premier jour. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a un passage dans ton histoire
une difficulté, j'imagine, par laquelle vous êtes passé, par laquelle tu es passé par la suite. C'est qu'on comprend à travers l'émission que c'est une aventure qui a commencé à deux et qui se continue. Toute seule. Voilà, Enfin, toute seule, non, parce que j'ai ma petite équipe. Oui. Mais pour moi, c'est pas pareil. Oui. J'ai perdu la raison de mon projet. Est-ce que ce n'est pas la raison qui te motive à continuer peut-être ce projet aussi? Aussi. C'est... Je vois que c'est toujours dur, même des années plus tard. Hein. Toujours. Qu'est-ce qui a fait que... En fait, tu sais, même notre logo, en fait, le BNB, c'est nos initiales. Tu vois, Berki et Belhassan. J'avais pas... Et voilà. C'est comme ça que c'est venu, en fait. Le Beauty and Bio, il est venu de... Il faut que ce soit quelque chose qui nous ressemble. Il fallait qu'on fasse quelque chose, on voulait quelque chose qui soit nous, tu vois. Et on a fait une marque qui est notre marque, qui nous ressemble profondément, tu vois. Dans nos valeurs, dans nos principes, dans tout. Notre marque, c'est nous, tu vois. Et c'est toujours nous, hein. Tu vois. Mais j'ai remarqué, depuis tout à l'heure, tu es en train de parler, très souvent tu parles d'elle au présent. Oui. Là, je ne sais pas si je te rends compte ou pas, mais... J'arrive pas. Elle est tout le temps là. Vraiment avec là. toi. Toujours. Okay. Tu sais, c'était la première personne avec qui je parlais le matin. Ça veut dire que c'est la première personne à qui je disais bonjour. C'est la dernière personne à qui je disais bonne nuit, tu vois. Après, on a eu plein de conflits, plein de disputes, plein de choses, tu vois. Parce que voilà, c'est normal, hein, comme chaque partenariat, il y a des hauts, il y a des bas. Mais jamais sur l'essentiel. Tu vois, on se disputait toujours sur des futilités, mais jamais dans l'essentiel. Quand on prenait une décision, on était toujours d'accord dessus. C'est incroyable. Jamais. Parfois, on avait même les mêmes idées au même moment. C'est fou. On était faits pour faire un projet ensemble. On était complémentaires. Ouais. Où est-ce que tu veux emmener ce projet maintenant? Aussi loin qu'il peut aller. Moi, comme je t'ai dit, avant tout, c'est offrir de bons produits. Ça a été toujours notre premier objectif. Développer l'économie de notre pays en offrant justement des produits algériens de qualité, tu vois. Pour que les gens puissent voir que nous aussi, on a des capacités. On peut faire bien. On peut faire même mieux que les grandes marques, tu vois. Parce qu'au final, les grandes marques, c'est des grandes marques par nom, par marketing, par publicité. Ouais. Mais ce qu'il y a dans nos flacons peut être meilleur que ce qu'il y a dans les leurs. Tu vois. D'ailleurs, une chose qu'on n'a pas forcément dit, c'est que tu as fait des passages à l'étranger. Ouais. Dans le cadre d'une incubation, tes études aussi? J'ai fait mes études en France pendant 1 an et demi. Et j'ai eu juste une seule sensation, en fait. Quand tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas dans ton pays. C'est simple. On peut tout avoir. Anna, je suis une amoureuse de culture, de musique et d'art en général. Et je pense que c'est la seule chose qui me manque de là-bas. Tu vois, parce que malheureusement, on manque d'activités culturelles, etc. Et vraiment, c'est la seule chose qui me manque. Et pourtant, toute ma famille vit en France, même mes parents. C'est que mes parents, après leur retraite, sont partis. Et moi, je suis rentrée. Donc, c'est très, très difficile à accepter. C'est louable. Ouais. C'est très louable. Ouais, merci. Et tu as fait aussi une incubation? J'ai fait une incubation. En tout, tu as fait 3 incubations. Ouais, pour qu'on explique bien les choses. Tu as fait 3 incubations. Quelles ont été les choses que tu as apprises dans les incubations? Elles étaient très très différentes toutes les 3. Voilà. Et surtout, dis-nous, quelle a été la différence entre, par exemple, les incubations algériennes et l'incubation à l'étranger? Bon, après, j'ai pas eu beaucoup de chance avec l'incubation à l'étranger parce que c'était durant le Covid.
Du coup, les vols tout était fermé. En fait, on avait passé le concours, je crois, c'était la première semaine du Covid, où ils avaient tout fermé. Ok, mi-mars. Voilà, ça veut dire qu'on nous avait accepté dans le premier challenge avant le Covid. Et ensuite, on devait envoyer une vidéo de présélection pendant le Covid. Et on a été élu meilleure start-up écologique et sociale un petit peu en Algérie en 2021. Ok. C'était ça, non, 2020. Le Covid, c'était 2020. Ouais. Ouais, donc 2020. Et déjà, cette chose était très, très importante pour nous parce qu'on était plusieurs entreprises. Vous avez été élu ici en Algérie? Ici en Algérie par un concours. Très bien. En fait, c'est un barème. C'est simple. C'était un barème que les membres du jury devaient suivre. Et on avait eu 96%. Très bien. Donc meilleure start-up algérienne dans le domaine impact social impact et écologique en Algérie. Bravo, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Bravo. Et avec ça, on a eu aussi un prix qui nous a énormément aidé, même si ce n'était pas une grosse valeur, tu vois, mais... Financièrement? Oui, financièrement. Après, c'était vraiment compliqué pour eux, l'organisation de l'incubation en plein Covid. C'était tout nouveau, ce qu'on comprenait parfaitement, tu vois. Donc, on a eu quelques cours comme ça, mais c'était très, très, très compliqué de suivre. Mais franchement, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a une opportunité, ils nous écrivent. Quand il y a des workshops, ils nous écrivent, ils nous invitent, ils sont là, ils demandent après nous. Et ça, c'est génial, tu vois. Donc, c'est le réseau Sprint. Donc, tous les entrepreneurs qui ont une entreprise à impact écologique ou social, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est vrai que beaucoup de jeunes, vous oubliez souvent les incubateurs, vous oubliez... qu'il y a des organismes qui peuvent aider les jeunes entrepreneurs à vraiment faire émerger leurs projets, leurs entreprises. Tu sais, parfois, c'est juste une question de se redonner confiance. De se dire, en fait, notre projet, il est viable. Parce que parfois, on doute. Hein. On doute de notre projet, on doute de notre idée, on doute de ce qu'on fait, tout simplement. Et l'incubation, quand tu as 96%, sur une incubation, sur un barème, tu te disais, ah ouais, donc mon entreprise, elle a toute... elle a coché toutes les cases, quoi. Elle a coché toutes les cases. Et ça, c'est très, très important pour le moral et pour la continuité de l'entreprise et du projet. Ouais. Rania, tu sais qu'on a des points en commun, toi et moi? Dis-moi. Bougie Alger, entrepreneur, on adore l'Algérie, malgré parfois certaines difficultés que tu rencontres au quotidien. Quelles sont les difficultés qui rebutent, qui te titillent dans tes journées, etc., qui t'embêtent? Alors, mon premier plus gros problème, c'est le manque d'information. Je pense que si on pouvait combler ça, le manque d'information et surtout administratif, je pense qu'on réglerait beaucoup de choses. Parce que tu vois, pour faire un papier, tu es censé une demi-journée te faire, tu vois. Mais on te donne... Alors pour moi, une demi-journée, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, déjà une demi-journée, c'est beaucoup. Mais alors parfois, c'est le paradoxe algérien, je pense. Parfois, je me dis, je vais passer 2 jours pour faire tout ça, et je fais tout en une demi-journée. Ouais. Et parfois, je me dis, là, il me faut 1 heure pour le faire, et en fait, je reste dessus toute la semaine. C'est fou. C'est fou. Et toujours, à chaque fois que j'ai un problème, je trouve que c'est un manque d'information. Okay. C'est lié vraiment au manque d'information, dans le sens où, je sais pas moi, tu constitues un dossier administratif, tu penses avoir toutes les pièces du dossier, tu arrives sur place et te disent non, il manque tel dossier ou tel papier. Tu vas le faire, le lendemain tu reviens et ils te disent mais non, il te manque aussi tel document. Et tu te retrouves à... Une fois, je m'étais fait une entorse et donc j'étais en béquille, etc. Je vais aux impôts. Et le gars me dit écoute, il faut que tu ramènes quelqu'un avec toi parce qu'il doit monter au 4e. Comme toi, tu peux pas et moi, je peux pas le faire à ta place. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Je ramène quelqu'un avec moi. J'attends de 13h à 16h pour qu'on vienne me dire écoute, on n'arrive pas à trouver le papier que tu as fait. Et je leur dis mais comment ça?
Et au final, le gars m'a ramené le papier 3 heures plus tard parce qu'il m'a dit je ne sais pas où il était. Donc ils ont dû revoir tout leur bureau pour le retrouver. Ouais. Le gars que j'ai pris avec moi, ما سحقيناش. Pour rien. Parce que voilà, pour rien. Parce que finalement, هذاك طلع وجابه لي. Ok. كي خرجت من لي زامبو انت راك خارج من لي زامبو الشرطه سونسي تحط دراهمك وكاع. Je me suis encore cassé la gueule parce qu'il y avait des trous partout. Mon Dieu. Tu vois. En fait, tu payes tes impôts pour ne pas trouver de trous et finalement, tu te recasses la gueule parce qu'il y a un trou juste en sortant. J'avoue Et tu que- sais, à des moments comme ça, tu es là, tu es en crise. Tu es en crise directe. Mais comment tu fais justement pour changer ce moment-là qui, voilà, t'as la crise, t'as les difficultés, t'as le machakil, etc. Et tu te dis, bah, ok, demain je vais me lever, je vais faire tel dossier, je vais faire tel truc, et je continue quand même. Parce que tu aurais bien pu trouver un Ouais, en fait, travail tranquille, t'as deux choix, vivre de manière très chill et Ouais. faire ta vie. Ouais, tu as deux choix. Soit tu abandonnes, soit tu continues, tu vois. Après, cela dépend de ce que tu as envie de faire dans ta vie. Anna, pour moi, la vie de salariat, c'est impossible. Khlas, tu vois. Je l'ai fait et je ne peux plus y retourner. Enfin, je dis ça, je ne sais Ça, pas de c'est- on quoi sait la jamais, vie ouais. est faite. Hein. Je ne sais pas de quoi la vie est faite. Et je dis jusqu'à présent, je suis toujours la même personne. Je n'ai pas un métier précis que j'ai envie de faire toute ma vie. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie, tu vois. Et j'aimerais tester plein de choses. Donc peut-être que je reviendrai au salariat, mais pas sérieusement. On va dire Dans ça le but comme de ça, découvrir tu vois, un truc et de c'est remonter ça. à notre projet. C'est ça, peut-être plus dans ce sens-là. Et c'est un choix, hein. Quand tu es entrepreneur, tu choisis et en fait, tu fais tous les sacrifices pour... Pour réussir. Ouais. Quelle est, selon toi, la chose la plus importante qu'il faut avoir pour justement créer, lancer, maintenir ce projet sur de longues années comme toi? Parce que maintenant, ça fait quand même plus de 5 ans. Un caractère de merde. Je sais pas si je peux dire ça. Tu peux tout dire. Attends, là, on est libre. Hein. Un caractère de merde et une persévérance Sans faille. sans faille. Ouais. Ouais. En fait, il ne faut jamais se dire j'arriverai pas. J'arriverai peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, mais j'y arriverai. Et, C'est vraiment croire ah ouais. à 100% Ah ouais. en ton projet et persévérer, te dire j'abandonne pas. Ben, je t'ai dit, hein, tout à l'heure on parlait en off, j'ai déposé mon dossier 8 fois hein, pour qu'on me donne ma première autorisation. Hein. Ouais. 8 Donc, fois. 8 fois 8 fois. un dossier administratif. Ouais. 8 fois. À chaque fois, c'est un dossier. À chaque fois, c'est beaucoup de papiers. Et à chaque fois, etc. c'est un refus. Mais tu l'as quand même eu à la fin. Et aujourd'hui, tu exerces. Comme quoi, faut jamais non, il ne faut jamais désespérer. Il faut croire en soi, hein, c'est tout. Hein. Faut croire. En fait, moi, maintenant, je suis dans une optique où si je ne fais pas ça, je vais faire quoi? Je ne me vois pas faire autre chose. Même si, et ce n'est pas la cosmétique hein, en elle-même, hein, parce que ce n'est pas vraiment un domaine. Mes amis les plus proches, ils rigolent encore en me disant comment tu t'es retrouvée dans la cosmétique. Alors que de base, tu n'as aucune notion dans ça. Khatene. Walou, ça veut dire que j'étais même pas le genre de fille à mettre des crèmes ou des soins ou là. Ça, les premiers soins que j'ai commencé à mettre, c'est ceux que me faisait Tamila à la maison. Je m'y connaissais pas du tout. Et je pense que c'est une bonne chose de tout apprendre sur de bonnes bases, tu vois. Ne pas avoir une première idée d'un produit qui peut être chimique et bon, tu vois. Non. Je suis partie sur une base de tous les produits chimiques sont mauvais, il faut des produits naturels ou d'origine naturelle ou bio, tu vois. Et partir sur cette base-là était très 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 importante pour mon domaine. Et maintenant je connais plein de trucs. Hein. Comment tu fais? Parce que tu connais plein de trucs, tu fais plein de trucs et tu as aussi plein de concurrents, directs ou indirects. Grands concurrents et comme tu as plein des milliers, voire ou des centaines, je ne sais pas, de bébés concurrents qui te titillent un peu tous les jours. Comment tu te comportes toi face à tout cet écosystème? Alors, moi je pars d'un seul principe. Il y a de la place pour tous en Algérie.
Vraiment, on est 40 millions d'Algériens, bon, beaucoup plus, Yes. hein, Ouais. et 58 wilayas. عباك شحال راشي. نقدروا نخدموا كاع ونبيعوا كاع ويزيدوا d'autres nouvelles marques وهما تاني يزيدوا يبيعوا etc. Je pars du principe où il faut juste se démarquer comme tu peux, tu vois. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on a fait vraiment une marque qui nous ressemblait. On n'a pas cherché... Midi à 14. on n'a pas cherché à plaire aux autres. Tu sais, au début, c'était vraiment ça. On n'a pas cherché à plaire aux autres, on voulait se plaire à nous. Et on a attiré des personnes qui sont comme nous, tu vois. Notre communauté, elle nous ressemble, vraiment. C'est des personnes bienveillantes, des personnes qui aiment, qui sont dans le partage, qui sont soucieuses de la nature, de leur peau, qui regardent la composition, etc. Et pour nous, c'était ça le plus important. Parce qu'on est dans une phase où on doit éduquer notre consommateur. Le consommateur algérien n'a pas forcément des bases sur les produits écolos, biologiques ou naturels. Chez nous, c'est nouveau. Faut pas... D'ailleurs, tu penses que ça a évolué par rapport à tes débuts? Oui. Est-ce que le consommateur aujourd'hui, il est un peu plus ah oui, à l'écoute il de est ça? plus conscient. Il ne comprend pas toujours, pas tous, mais je trouve qu'il y a une grande amélioration. Par exemple, les commentaires du style « ouais, c'est trop cher », on ne les a plus. Plus du tout. Alors qu'au début, on en avait beaucoup. Un soin à 2000 dinars pour un produit algérien. En fait, c'était ça, tu vois. Comment payer un produit algérien à un prix comme celui-ci? Il fallait expliquer, réexpliquer. Là, je lui dis, on ne fait pas de vente, on fait que du conseil et, tu vois, et du partage. Et je pense que c'est très, très important que toutes les marques fassent ça pour qu'on ait réellement un vrai écosystème. Parce que là, il n'y a pas d'écosystème de la cosmétique naturelle ou du bio, tu vois. C'est quelques électrons libres qui sont en train de faire un travail chacun de son côté pour améliorer cet écosystème, tu vois. Après, j'ai la chance d'avoir de super consoeurs, Ivoire, Iriam, tu vois, sont des personnes et des femmes exceptionnelles que j'adore et avec qui je discute énormément. J'adore ce que tu dis, c'est pas tes concurrentes, c'est des consoeurs. Oui, pour moi, c'est des consoeurs. On a certains concurrents, mais la majorité sont pour moi des consoeurs. Parce qu'on s'aide vraiment. On s'échange les fournisseurs, tu vois, les contacts. Un de mes clientes, quand elle vient me demander un savon, je l'envoie chez Ivoire. Quand elle me demande un shampoing, je l'envoie chez Rim. Tu vois, mais c'est ça qui fait un écosystème. Je suis d'accord. Tu vois. Parce que si chacun pense à soi, à sa pensée sans arrêt, égoïstement, on n'évolue pas. Ouais. Tu évolues toi, mais l'écosystème, il n'évolue pas. Demain, tu te retrouves parce que tu connais wahdek. Et pour moi, c'est important ce partage. Tu exportes un peu ou pas? Pas du tout. C'est ton ambition? Pas du tout. J'avais cette ambition à un moment d'exporter en Afrique, parce que pour moi, c'est très très important que ça soit africo-africain, tu vois. En fait, l'Europe et les États-Unis et l'Asie, ils n'ont pas besoin de nous, tu vois. Ils ont déjà tout, ils sont très très avancés sur ces domaines-là. Par contre, en Afrique, il peut y avoir de grands échanges, parce qu'ils ont une matière première brute que nous on utilise et qui est de très bonne qualité et très importante. Et nous, on a les produits finis, eux aussi, hein, bien sûr, ils ont leur propre marque, leur propre Rania qui fait ses produits cosmétiques, etc. Mais voilà, ma première vision, c'est l'Afrique. Ouais. Magnifique. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent, qui sont peut-être intéressés par l'entrepreneuriat, qui ont des idées tous les jours et qui n'ont pas encore passé le cap, ou là qui sont un peu passés par les étapes par lesquelles nous sommes passés, toi et moi. On a lancé le projet et après, you struggle, tu rencontres
des problèmes, etc. Et tu te poses la question. Et tu fais demi-tour. Est-ce que j'arrête ou pas? Ouais, alors moi, ce que j'ai remarqué autour de moi, c'est que les personnes qui ne débutent pas sont souvent c'est pour une raison financière qu'ils ne commencent pas. J'aimerais dire que c'est pas une finalité. C'est vrai que certains projets ont besoin de grands financements, etc. Mais aujourd'hui, on a les incubations, on a l'Ansège, etc. On a aussi des business angels. Oui, c'est nouveau depuis quelques années. Ils sont rares, mais il faut les chercher, il faut les trouver. En fait, quand on veut, on peut toujours. Personnellement, je mets quelques billes ici et là, hein, quand il y a des projets intéressants. Voilà. Tu vois. J'y vais et je pense qu'il y a beaucoup déjà quand on parle par exemple d'Algeria Venture, où il y a des incubateurs, où il y a des business angels aujourd'hui qui investissent dans des startups algériennes. Mais c'est très important. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Parce que je pense que justement, par exemple, en France, parce que c'est l'exemple que j'ai, parce que voilà, on a des amis qui ont des entreprises là-bas, etc., et qui nous disent, mais les levées de fonds, c'est sans arrêt. Ouais. C'est sans arrêt. Ce qui est bien, c'est que je pense, je le ressens, je le ressens, c'est en train de changer. Dans le sens où il y a de plus en plus de levées de fonds, il y a de plus en plus de jeunes qui se disent maintenant je veux créer une start-up. Il y a de plus en plus de lieux qui peuvent accueillir les start-up, les incubateurs, etc. Même dans d'autres wilayas, Alger, Djaïa, Fstif, Ouaran, il y en a partout. C'est partout. Et ouais, franchement, il y a vraiment des choses à faire en Algérie. Allez-y, foncez, parce que c'est le moment. Hein. On a raté la révolution industrielle, on a raté c'est le moment de se rattraper. Là, c'est la révolution de la technologie, des startups, des machins. Oui, et moi je le vois, hein, quand je suis en incubation, je vois, il y a vraiment des génies. Tu vois, les belles, Nahchem qui me coulent autour d'eux. Je me dis, mais je ne fais juste que des produits cosmétiques, tu vois. Tu vois, les gars, il a une technologie, des gars et des filles aussi, qui ont des technologies de fou. Je me dis, waouh, pourquoi personne ne les a financés? Pourquoi les gens ne financent pas ce genre de personnes? Pourquoi ils sont dans l'ombre? Pourquoi il n'y a pas un truc qui se fait? Et je ne parle pas de moi, hein, parce que moi, voilà, c'est un projet qui, alhamdoulilah, n'a pas eu besoin de beaucoup de financement. C'est-à-dire qu'avec quelques petits millions de chez moi et quelques petits millions de Temila, on a réussi à faire un projet. Précise. 2 centimes. 2 centimes, dinars, centimes. Voilà. Et quelques centaines d'euros. Voilà, c'est ça. Mais souvent, on en parle et quand je leur dis, ouais, on a lancé un business à 2000, 2500 euros, on me dit, mais non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas vrai, vous êtes en train de mentir. Aujourd'hui, donc vous avez commencé un business avec 2500 euros et vous êtes sur les 58 wilayas aujourd'hui. Ouais. En termes de vente, ouais. Okay. Et tu sais, quand on a vu déjà les chiffres de la première année, on était contents. C'était pas seulement... On n'a pas pu se faire sortir de bénéfices ou là, mais... Je peux te poser cette question? Ouais. Combien tu as fait en première année? La première année, les 6 premiers mois, c'était pas grand-chose, hein, c'était 2 millions de dinars. Mais c'était... C'était 2 millions de dinars. C'était presque 10 fois plus ce qu'on avait mis. Et c'était les 6 premiers mois surtout. Ouais. Tu vois, c'était le lancement. Ouais. C'est-à-dire qu'au lancement, on n'avait plus besoin plus besoin qu'on nous aide. On était autosuffisants. Voilà. Et ça, c'était très, très, très important pour nous. Et aujourd'hui, tu te situes où sur une année? C'est secret? Ouais, un petit peu. D'accord. C'est pas très secret. Parce que beaucoup de gens... tu sais, quand on parle en chiffre d'affaires, ils peuvent faire l'amalgame en se disant attention, le chiffre d'affaires, elle a fait rentrer 2 millions de dinars en chiffre d'affaires. C'est comme si c'était tes gains à toi. Non, c'est pas mon argent. Hein. C'est l'argent des produits, des livraisons, du matériel, des salariés, des impôts, des taxes. Et là, on prenait rien. Voilà. On prenait rien encore à ce moment-là. Quand je dis 2 millions de dinars, pour certains, ça peut être rien du tout. Mais en fait, il faut juste voir en termes de scalabilité, en fait, pour être dans les termes techniques de Anthony Bourbon et compagnie. Anthony Bourbon, que j'adore. J'ai lu son livre là, il y a pas longtemps.
Je vous le conseille, c'est un livre que je vous conseille. Et vraiment. tu sais, quand j'ai lu, j'ai fait ma super modeste en disant, mais je suis comme Anthony en fait. Tu vois. J'étais là, Dans ton petit salon, on a la même aqliya. il parle à beaucoup de jeunes. Ouais, Je il parle pense à qu'il- beaucoup il de parle à jeunes. beaucoup de jeunes. Ouais. Super Ouais. intéressant. Et donc, toi qui parles aux jeunes maintenant, dernier conseil pour finir cette interview qui a été extraordinaire pour moi. Lâchez rien. Oh, merci, c'est très Vraiment. gentil. Alors, surtout, ne lâchez rien. Faites tout ce que vous avez à faire pour réussir parce que la réussite, elle est possible. Ne laissez surtout personne vous dire ce que vous avez à faire ou ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire, que votre idée n'est pas bonne ou que vous n'allez jamais réussir. C'est vous qui savez et uniquement vous. Croyez en vous et allez-y. C'est beau That's ce que all. tu dis. Ouais. Parce on a souvent vécu cette info, vous allez faire un projet, ouais, ça va durer 6 mois et vous allez arrêter. Ouais. Non, on est là 5 ans après et Inch'Allah encore longtemps. Bravo. Yes. J'espère te Merci. recevoir très vite Inch'Allah. pour que tu me Inch'Allah. dises Win Hakto encore. Inch'Allah, Inch'Allah. Niveau Inch'Allah avec africain, d'autres niveau projets, machin, Inch'Allah etc. plein de choses. Comme je t'ai dit, on a un petit peu cette année, l'année 2024, pour nous c'est un renouveau. Parce qu'on vient juste d'avoir nos premières autorisations. Donc c'est là où notre travail réel va commencer. Ouais. Eh bien, on est avec toi. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour l'encourager. Hein. Yeah. Merci beaucoup, Rania. Merci, Merci infiniment merci à toi, d'être merci. venu aujourd'hui Merci nous à rendre toi. visite, Merci. pour tous ces conseils, pour tout ce parcours, Avec cette plaisir. force, l'énergie, etc. Je pense que c'est vraiment utile pour tous ceux qui nous regardent. J'espère. Vous, il me reste qu'à vous dire merci beaucoup pour vos encouragements, pour tous les messages que vous m'envoyez sur Insta, sur YouTube, que je vois et qui me font super plaisir. Et c'est grâce à vous que je continue parce que je me dis, bah, je suis sur le bon chemin. Donc merci beaucoup, merci à tous, à très vite pour un prochain épisode. Bye bye. Hello.